Et bonjour, un rapide avant-propos pour vous prévenir que suite à un problème technique, la qualité sonore de cet épisode n'est pas dingue. Je vous prie de nous en excuser et je vous souhaite une bonne écoute. Vous avez hurlé lors de cet abominable match à QRM, vous avez hurlé de joie sur les coups francs d'Henri Cévé, vous avez hurlé sur cette talonnade de Bassomina à Laval, et encore vous avez hurlé sur cette ouverture de Sylvestre pour Bassomina. Nous sommes le 19 septembre, on a enfin gagné des matchs, et vous écoutez le 3e épisode de 1959. Je suis Alexandre, et comme lors des derniers épisodes, je suis avec Tom et les deux Romains. Salut Alex. Et on va commencer cet épisode en ayant une petite pensée pour Antoine Baptiste qui s'est fait les croisés juste à la sortie du dernier épisode. On pense à lui et puis on espère qu'on l'aura bientôt dans le podcast. Donc on s'était quitté juste avant le match de QRM. On avait déjà parlé d'un match pivot qu'il fallait pas perdre. Et bien on l'a perdu. Et pas à moitié en plus, on l'a salement perdu. Pire match, je pense, de la saison quasiment. On menait 1-0, un bon premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, la seule période un peu positive de ce match, on marque et derrière, Kouassi offre Nous fait du Kouassi quoi. Ouais, il offre l'égalisation à QRM et derrière on sent qu'on va perdre quoi. C'est bon compliqué. Après on va à Caen. On reste en Normandie d'ailleurs, les joueurs sont restés en Normandie, on va à Caen pour un match qu'on pensait perdre. Et on fait un match nul, plutôt encourageant, plutôt bien, on ouvre le score, on est rejoint assez rapidement, mais dans l'envie et dans le projet de jeu collectif, c'était bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on a tenu, on a été solide derrière, on a été costaud mentalement aussi pour tenir dans un stade plein. C'est vrai. C'était pas évident, c'était pas joué. Pour moi c'est le déclic en fait du début de saison quoi. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Alors le résultat il est ce qu'il est parce qu'on va jouer chez des gens qui sont plus forts que nous, mais on va chercher un très bon match nul en réalité. Et avec on n'a plus une équipe de gens qui sont fragiles mentalement. Il s'est passé quelque chose entre QRM et Caen clairement, et ça s'est vu à Caen. Ouais, on est sur, je pense, un double déclic après la défaite à QRM et puis sur le match de Caen. Ouais. Et donc, après Caen, une des affiches de ce début de saison, voire l'affiche de ce début de saison, tout le monde l'attendait, le stade à guichet fermé pour la première fois de l'histoire du Pau FC, en tout cas en championnat. Je pense que Paris, c'était le cas aussi en coupe. Mais... Saint-Etienne, un lundi soir, quand c'est à la maison, ça va. On verra si c'est à l'extérieur, on tape des... Saint-Etienne un lundi soir à l'extérieur, là ça fera un peu plus mal pour ceux qui veulent y aller, mais et là pour moi, Romain, tu disais le déclic avant le match contre Caen. Moi le déclic de cette saison je le mets à la mi-temps de ce match de Saint-Etienne. Ouais, tu trouves. On fait une première mi-temps solide défensivement, mais eux sont pas géniaux. On prend un super but, le but est magnifique, on fait rien devant, c'est cata. Et puis en deuxième mi-temps, les 20 premières minutes sont vraiment bien. C'est là où elles amènent le carton rouge du goal de Green sur Kofi. On marque, comme tout le monde le sait, je pense, les 2 coups francs de CV. On est rejoint sur encore une fois une faute de Kouassi. Il nous coûte quelques matchs sur ce début de saison, mais bon. Cette erreur-là, elle est quand même moins grosse que les précédentes pour moi. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste une erreur. Ouais, ça reste une erreur. Mais on doit jamais prendre ce but, c'est sûr. On doit empocher la victoire. Puis c'est sûr que faire un match nul contre Saint-Etienne, c'est quand même mieux que perdre contre QRM. On lui en veut moins, si on lui en veut pas non plus sur QRM, c'est pas ça que mon propos. Mais un match vraiment, une deuxième mi-temps vraiment intéressante. Ouais, on a revu le jeu de la saison dernière, tout simplement, avec une équipe qui prend le ballon, qui bouge l'adversaire, qui le force à prendre des buts, des coups francs et un rouge. Ouais. Bon, pour moi, c'était clairement le meilleur match de la saison en termes aussi de spectacle. Je crois que du début à la fin, c'était vraiment un super match. Et puis un joueur qui met 2 coups francs direct dans la même mi-temps, c'est quand même très très rare. Ouais. Et on se retrouve samedi dernier. On y a laissé un petit peu de voix, vous nous excuserez. Samedi dernier, ce match un petit peu bizarre. La première victoire à la maison contre Valenciennes. T'oublies Laval après. Ouais, t'oublies Laval. Pardon. On y a laissé un peu de voix là-bas aussi. Oh là 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 là. On y a laissé de la voix et pas que de la voix, les mains sur le but de
de Baswamina, on a laissé un peu de peau sur les grilles du parquage, mais c'est vrai qu'il y avait comment j'ai pu oublier ça? On vous a vu à la télé, Oh, peut-être laisser de la non, peau sur les grilles du parquage. Ouais, mais bon, c'est pour la bonne cause, je veux bien ce petit sacrifice si à chaque fois il y a la victoire. Donc en effet, ouais, cette victoire à Laval qui était juste incroyable. Clairement, hein, le bon timing, la victoire, on a fait un beau match là-bas aussi, on fait une bonne deuxième mi-temps, on les pousse pas mal et puis on arrive à arracher cette victoire à 3 minutes de la fin. Des très belles individualités, Evans qui fait un super match, Benard aussi. Evans qui doit faire, je pense qu'on en reparlera après niveau individualité, qui doit faire son meilleur match, je pense, depuis qu'il est ici. Quoi. Un match complet, alors qu'il joue à droite. Sans aucun doute. Et qui s'arrache sur le dernier ballon, il va quand même s'arracher pour aller chercher la passe de Besnard qui est un peu longue, et, qui va faire le centre qu'il faut, enfin tout était parfait quoi. Il commence à gauche. Ouais. Il commence à gauche, À il son avait la poste. blessure de Kofi, Il bascule à Bascule à droite, ouais. Et non, j'ai failli oublier ces matchs alors que c'est là aussi je pense que ça sera un déclic, peut-être pas un déclic, mais vraiment un match hyper important dans la lutte pour le deuxième championnat. Hein. Le nôtre. Championnat à nous, le championnat des 10 équipes. Après avoir perdu à QRM, gagner à Laval, c'était vraiment la meilleure opération qu'on pouvait faire, on l'a faite. Et donc on se retrouve à samedi. Ce samedi où, comme je disais, un match un petit peu bizarre contre Valenciennes. Il fallait gagner, en tout cas pas perdre. Alors, les avis vont diverger, on en a parlé un peu avant de prendre l'antenne, mais pour moi, on a fait plutôt un bon match. Si on exclut les 20 dernières minutes où on est à 11 contre 10, on gagne 1-0 et là, il se passe plus rien. On a peur de gagner, j'ai l'impression. Ouais. Et après, eux en face, en plus. Elles sont mis à y croire parce rien à que. perdre. Donc, mais clairement, on n'était pas. Mentalement, on n'y était pas à cette fin de match. Ouais. Et puis VA avait vraiment de la qualité aussi. Hein. Ouais, vraiment, ça, on l'a vu déjà de toute façon sur le reste du match. Ouais, C'est bien une sûr. équipe Mais qui joue bien, qui a. Tu recules un petit peu, tu t'alignes plus 3 passes, tout de suite t'es dans un bouillon contre la plupart des équipes du championnat, j'ai l'impression. Ouais, puis on a bégayé, dès qu'on avait des contres, on a bégayé, on n'a jamais pris les bonnes décisions. C'était. Ouais. Non, c'était même un peu caricatural parce qu'il y avait pas 2 passes qui se suivaient sur les occasions de contre et elles étaient très nombreuses parce que VA attaquait très fort, ce qui est normal. Ouais. Et il y a des choses qui étaient en réalité dans l'absolu c'est pas très acceptable. C'est juste que comme on menait et que derrière on gagne, ça va. Ouais. Et tu peux te dire, moi j'ai pas trouvé le match satisfaisant, mais par contre si on peut faire des matchs pas satisfaisants qu'on gagne quand même, c'est plutôt bon signe. Ouais, complètement. Ouais, c'est sûr. Il y a un des problèmes sur ce match, les joueurs qui sont rentrés, qui ont absolument rien apporté, qui étaient moins bons que non, je suis pas d'accord. Sylvestre, son premier ballon, c'est une passe décisive. Ouais, il remonte tout le terrain et il sert Baswamina. C'est la seule bonne action de l'entrée. Après, il a fait 30 minutes. Mais bon, ça reste quand même. Je pense que ça fait pencher la balance dans le vert quand même. Mais effectivement, qu'on aille perdu, puisque tu parles des remplaçants, j'ai trouvé Bas très lent, aussi plutôt emprunté. Et j'ai trouvé Abzi trop rugueux et un peu en dehors du rythme du match, encore une fois. Ouais, clairement. Il perd un ballon à 30 mètres, il fait faute juste derrière. Il perd un ballon, il tente un grand pont. Enfin, je veux dire, ça, tes contractions là, c'est pas du tout ce qu'il faut quand on rentre dans un match comme ça, quoi. Donc. C'est pas ce qu'on attend en tous les cas. Mais bon, ça a tenu. L'essentiel, c'est qu'on accroche cette première victoire à domicile, on enchaîne 2 victoires et on est du coup bien au classement, quoi, puisqu'on est 14e avec 10 points. Ouais. On est pile sur les clous pour faire 42 points en fin de championnat. Sur la alors, ouais. Disons que par rapport à la dernière fois où on s'est vu, finalement le POFC a finalement fait l'inverse de ce qu'on préconisait, ou en tous les cas ce qu'on pronostiquait. Et moi je suis plutôt d'accord avec Romain que le match contre Caen est fondateur, parce que quand CV découvre qu'il peut mettre des lucarnes en coup franc, et on comprend qu'on peut ramener des points même contre les gros. Et moi, si on m'avait dit le 19 septembre qu'on aurait fait match nul contre Caen, match nul contre Saint-Etienne avec le scénario qu'on connaît, où on mérite quasiment la victoire, puis qu'on va battre Laval, une équipe de notre championnat, et puis qu'on maîtrise Valenciennes, vaille que vaille, à domicile. Avec qui on va jouer le maintien aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ça confirme encore qu'il y a quelque chose dans cette équipe. C'est vraiment, il y a une flamme qui arrive toujours à être entretenue par Tolo. Et il a fait aussi des choix forts en termes de tactique, dont on va parler juste après, je pense.
Ouais, clairement, Caen, c'est, en plus du pivot, c'est aussi le test de la défense à 5 et qui a très bien résisté, et plus les satisfactions de Ruiz et So derrière qui sont totalement au niveau. Hein. On l'a vu face à Valenciennes où c'est nos 3e et 4e défenseurs qui jouent mais qui tiennent la baraque aussi bien que Baptiste et Kwasi pouvaient le faire. Ouais, donc Tolo, après, la dernière fois qu'on s'est vu, il a opté quasiment comme tout coach opte quand ça tourne pas, quand en plus l'effectif a été renouvelé aux 2 tiers, on l'a assez souligné. Et effectivement, cette défense à 5, je pense Bonifi, Evans et Kofi qui sont plus à l'aise en rôle de piston. Et finalement, se défausse de ce qui ne fonctionnait pas, c'était les ailiers collés à la ligne. Tout de suite, on a retrouvé cette compacité, cette solidarité entre les lignes, avec de bons relais, que ça soit entre Kwasi, alors malheureusement plus Baptiste, mais Kwasi, So et Ruiz. Et puis, dans ce 3-5-2, en plus, c'est glissé CV dans ce rôle de 6, donc c'était un vrai test des camps, je crois. Ouais. Et donc avec un Almeida qui peut presser plus haut et alors un Besnard qui joue le chien de garde et le relayeur partout sur le terrain, il y a une assise qui a été vraiment trouvée. Et voilà, donc même si là, au dernier match, Tolo a tenté un 4-3-3, je pense un peu plus ambitieux à domicile, et qui a plutôt fonctionné, parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec Romain, on a fait 60 très bonnes premières minutes. Là, on commence à avoir une ossature, et on commence surtout à avoir un 11 titulaire. Et je sens que certains vont devoir vraiment se battre pour gratter les minutes de jeu. Bon, clairement, on l'a vu rien que sur le groupe des 18, une fois que ça resserre, il y a des joueurs importants qui sont même pas sur le banc, quoi, qui sont clairement de suite en tribune, quoi. Mais je vais te rejoindre sur quand c'est le test de la défense à 5, mais c'est aussi CV qui est vraiment parfait dans cette position basse où il a plus de champ pour organiser le jeu. C'est une super bonne idée, ça. Et qui permet de libérer D'Almeida. Je trouve qu'il est vraiment beaucoup mieux quand il est un peu plus haut en 8. Et Besnard, ça lui convient très bien. Et puis CV, il a la qualité technique pour même sous pression écarter la balle, voire des fois jouer long. Dans toute proportion gardée, moi il me fait penser à Pirlo au Milan AC ou à la Juve, mais voilà, en plus là Tolo lui donne ce rôle de capitaine. Bon, j'étais sceptique là contre VA puisqu'il n'y avait pas ni Kwasi ni Baptiste. Et moi, j'ai trouvé plutôt impliqué. J'ai vu beaucoup communiquer avec les deux de derrière. Je pense qu'on en reparlera aussi. Il replace les autres aussi. Ouais. Sur le terrain. Et là, tu sens, au-delà de son talent et tout ça, tu sens de l'expérience aussi. Tu sens le mec que c'est un daron. Et puis il a le CV pour parler, quoi. Voilà. Et voilà, les autres sont obligés de l'écouter, quoi. Bien sûr. Il a le CV pour parler, et puis sur ce début de saison, il a un rôle suffisant pour que les autres disent oui. Il a planté 4 buts en 3 matchs, donc forcément tu l'écoutes. C'est le meilleur buteur de l'équipe actuellement. Ouais. Et puis je pense aussi, CV c'était un pari, on se l'était dit un petit peu, quel CV on va avoir. Et au final, pour l'instant, on a le bon côté du CV, c'est-à-dire un joueur star qui arrive dans un petit club de Ligue 2, un joueur star à l'échelle du Pau FC. Totalement. On s'attend, surtout à cet âge-là, et avec un petit peu le passé qu'on lui connaît, il peut arriver 2 choses. Soit ça prend bien comme actuellement, soit c'est la pré-retraite, c'est la bringue, et ça vire au flop, quoi. Ouais, et ça peut avoir une mauvaise, ça aurait une mauvaise influence sur le vestiaire. Et là en fait c'est le bon CV qu'on voit, et donc du coup qui tire tout le groupe, parce que forcément un CV en forme physiquement, qui a envie et qui joue le rôle du daron avec les absences de Baptiste, de Kwasi qui est souvent suspendu. Je pense que CV est devenu le papa du vestiaire, et dans ce rôle-là, je pense qu'il se plaît. Ça doit le plaire, je pense, de prendre des petits jeunes comme Ruiz, So, de voir des jeunes s'imposer en Ligue 2, les prendre sous son aile. Ça peut faire quelque chose de bien. Ouais. Et puis physiquement, il est revenu très vite, quoi, parce qu'il n'avait pas joué pendant 1 an et demi, et là au bout d'1 mois... Il a fait une préparation tronquée en plus. Moi j'étais sceptique, je me souviens. Il avait un problème à la cuisse. Mais effectivement là il a l'air d'être en pleine forme. Ouais, au bout d'un mois de compétition il est déjà là, il a pu enchaîner des matchs à Caen, puis derrière on rejoue rapidement après Caen, Saint-Étienne, non c'est...
Et là, ce que vous dites, c'est hyper intéressant parce que finalement, ça fait écho à chaque fois que c'est souligné dans le mercato que Joël Lopez et Bernard Laportefray, et bien sûr avec Tolo, cherchent des bons joueurs de foot, mais aussi des mecs qui doivent s'inscrire dans une logique de groupe, dans une logique vraiment, ils cherchent aussi des bons gars, des mecs intelligents qui veulent tirer le club vers le haut, qui viennent pas en pré-retraite ou pour lancer une carrière qui est déjà vraiment foutue. Et ça le confirme, c'est-à-dire qu'on a un CV qui est effectivement très impliqué, alors que bon, il pourrait jouer beaucoup plus facile, quoi. Et pour en revenir à un point tactique, ce que vraiment, je trouve là où on construit nos bons matchs, qu'on soit en 5-3-2 ou en 4-3-3, il est vraiment là, c'est sur ces trois du milieu, avec un D'Almeida plus offensif, qui est extrêmement physique, qui court énormément, qui va presser. Ouais, gros volume, hein. Gros volume. Ce qu'on n'avait pas en début de saison, avec un Kwanai ou un Sylvestre qui était en 10, mais un peu plus... Là, vraiment, il gêne vraiment la première passe, on le voit. Ouais. Et derrière, les Besnard et... Enfin, je vais parler de ces trois du milieu, donc... Un D'Almeida un peu plus haut, et derrière, Benard et CV sont un peu plus à l'aise, ont toujours pas forcément un temps d'avance, mais en tout cas, ils n'ont pas le temps de retard qu'ils pouvaient avoir sur les premiers matchs. Je ne sais pas si vous vous rappelez les fautes bien sûr. Parce que le 6 d'en face, il jouait dans un fauteuil. Aujourd'hui... Il y a D'Almeida qui nous court derrière, même Benard des fois qui vient assez haut pour suivre. Assez haut, ouais. Et le travail aussi bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais des deux plus offensifs, des deux notamment attaquants, Gomis samedi. On regarde le match de Gomis, déjà il fait des bonnes choses, techniquement il m'a plu, et puis sur son côté, il a sans cesse, à la mode d'Armand un peu l'an dernier, vraiment pressé la première relance. Et gêner très fortement Valenciennes. Et alors, le 4 derrière ou le 5 derrière, ok, avec des équipes très fortes offensivement, avec deux attaquants, on va voir certainement la différence. Mais pour moi, la différence, elle est vraiment sur ces trois du milieu qui se trouvent et qui construisent quelque chose vraiment d'intéressant. Il a trouvé l'alliage, j'ai l'impression. Ouais. Mais je trouve que le poste de... En fait, il a trouvé le poste qu'il fallait à D'Almeida, en fait. Ouais. Parce que le poste de 6 qu'il avait eu en début de saison, ça lui convenait pas, parce qu'il passe sa vie à courir partout, et que du coup, il laisse sa zone. Et il est parfois nulle part. Et il peut être nulle part au moment où il faut y être, quoi. Ouais, et puis s'il fait une erreur technique, derrière, il y a quand même quelqu'un qui va récupérer. Que là, il monte beaucoup plus. Sur Valenciennes, il était hors de possession, il allait presser à la relance à la hauteur de l'attaquant. Il était... Comment dire ? Non, mais il gêne la relance tout de suite, quoi. Enfin, il a un volume de jeu et il sait qu'il peut monter plus facilement, comme vous disiez, parce qu'il y a CV derrière qui est là pour intercepter, mettre le pied... Puis même il prend des risques offensifs. Si on revient à Caen, il nous met une frappe là Oui, voilà. Tout à fait. Et là, il n'y a pas but, mais il pourrait. Hein. Ouais, ça passe pas loin. Je l'ai revu cet après-midi en préparant pour l'enregistrement. Ouais. Et ça passe pas loin. C'est du tout. C'est ce qui lui permet de faire. Par contre, bon, comme aucun système n'est parfait, mais c'est la magie du foot. Du coup, ce 3-5-2 a gommé les postes qui fonctionnaient pas, c'est-à-dire ce numéro 10 où on n'arrivait pas à soit installer Kwanai ou soit installer Sylvestre. Et les ailiers qui pour l'instant ne donnaient pas satisfaction. Et moi je trouve qu'en 4-3-3, donc c'est-à-dire que là Tolo a retenté un 4-3-3 samedi dernier, et j'ai trouvé le match de Gomis beaucoup plus intéressant en ailier, j'ai trouvé omniprésent, et j'ai trouvé Baswamina encore meilleur en ailier que lorsqu'on jouait avec deux pointes devant. C'est-à-dire Baswamina en soutien, Baswamina en soutien de Yatara, je crois, contre Laval. Donc là c'est hyper intéressant et c'est déjà beaucoup plus agréable de travailler comme ça parce que là Tolo a plus de garanties, mais je pense qu'il peut commencer à avoir peut-être deux schémas de jeu, ce 3-5-2 très solide pour voyager et pour jouer les gros, même à domicile, et peut-être ce 4-3-3 un peu plus ambitieux, un peu plus écarté, toujours avec comme tu disais Romain, c'est 3, mais voilà, avec ces deux ailiers, parce que je pense que c'est comme ça que Tolo aime jouer, et d'ailleurs on joue très vite mieux au ballon, je trouve, quand on joue comme ça. De toute façon, je pense que la défense à 5, c'est un patch pour gommer les imperfections du moment et passer une période difficile, mais qu'on va revenir naturellement à 4, et l'effectif
dans sa quantité d'attaquants et construit pour... Ouais, le 4-2-3-1, oui, t'as raison. Ouais. De toute façon, c'est le problème en fait, parce que défense à 5, je sais pas si... c'est toujours pareil avec ce genre de truc, c'est que tu dis défense à 5, mais en vrai, on est à 3 quand on est on est à 3 centraux quand on est en possession. Donc on n'est pas avec juste 5 défenseurs, on est avec 3 défenseurs purs et 2 pistons. Et ça peut faire un jeu tout à fait offensif, c'est pas juste forcément une option défensive. Le problème qu'on a, c'est qu'effectivement on n'a pas un effectif qui est équilibré pour ça, parce qu'on a beaucoup trop de milieux offensifs qui trouvent absolument pas leur place dans ce schéma-là. Et ça, tu peux pas faire toute ta saison comme ça en comptant que sur un nombre limité de joueurs avec plein de gens qui cirent le banc et qui vont peut-être en avoir marre à un moment. Absolument, ça a créé des problèmes. Ouais, c'est vrai, il y a une gestion de groupe aussi, au-delà de la tactique, vous avez raison. Ouais, si tu joues qu'avec deux offensifs, Nkounyi, Kwon Ai, il va avoir du mal à rentrer. Sylvestre également. Ouais. Et les ailiers. Boli, Gomis, voilà. Trop de joueurs qui n'ont pas leur poste naturel, quoi. Kwon Ai, comme Boli, ce sont des joueurs qui ont pâti, je pense, de cette réorganisation tactique. On les a très peu vus et c'est en grande partie à cause de ça, je pense. Ouais, parce que dans le 3-5-2, le 2, ils tourneraient, ils peuvent jouer en 9,5. Là, en 4-3-3, je vois pas Kwon Ai sur un côté. Non. Pourtant, le voit, lui, comme un joueur de côté. Ouais. Je pense que c'est pas ses qualités premières. Moi, c'est un 9,5. Il pourrait jouer dans un 3-5-2 en soutien de Yatara ou Ba devant, qui sont en pointe. Et tu peux l'imaginer de côté sur son en faux pied pour le coup comme une espèce de meneur de jeu excentré, c'est revenir vers le centre non pas pour attaquer le but mais pour créer des passes quoi. Ouais, mais dans le 4-3-3 dans ce rôle-là le latéral est beaucoup moins piston qu'en 3-5-2. Oui. Donc il va peut-être revenir à l'intérieur du jeu, mais le côté personne. Le 4-3-3 c'est normalement des ailiers. Tu joues sur la vitesse, tu joues sur la percussion, tu joues sur la profondeur. C'est pas les qualités premières de Kwon Ai. C'est Gomis, c'est Baswamina. C'est Gomis, Baswamina ou Boli. Kwon Ai, Sylvestre, il leur faut c'est des 9,5. Voilà. Des 10, donc, des 9,5. mais c'est effectivement ça c'est. Kwon Ai, il est gaucher ou il est droitier ? Gaucher. Il est gaucher. Ça c'est chiant. Ouais, peut-être dans ce 3-5-2 effectivement. moi je pense malgré tout qu'on va l'utiliser beaucoup plus que l'année dernière parce que encore une fois le championnat est très relevé. Toutes les équipes, je trouve que la plupart ont beaucoup de qualité. Peut-être que Kwon Ai trouvera son épingle du jeu finalement parmi les trois dans l'oxygénation, c'est-à-dire quand il faut en sortir un des trois à l'heure d'Almeida de jeu. En 8. Un d'Almeida un peu plus haut dans un cœur du jeu, je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi jouer sous pression, qui peut aussi trouver des lignes de passe intéressantes et qui peut aussi se projeter quand parfois il faut jouer en contre. Quand on a le ballon, ça peut être intéressant. Quand on n'a pas le ballon, c'est peut-être plus compliqué. On l'a vu samedi. Bon, après, c'est toujours difficile de rentrer dans un match. Il n'a pas l'impact et il n'y a pas une dimension physique suffisante pour être le premier défenseur comme peut l'être d'Almeida. Par contre, on va en parler, mais en pointe, on a toujours un problème. Peu importe le schéma de jeu. La pointe, c'est le chantier. Quoi. C'est sûr que quand tu remplaces... tu fais un changement à la 65e et tu remplaces d'Almeida par Kwon Ai, c'est sûr que le poste va évoluer. C'est sûr que ça peut pas être les mêmes instructions. Non mais il y a des protèges-tibias qui détendent. C'est pas tout à fait la même personne. Je pense que non mais c'est assez clair. Mais je pense que t'es mené, tu vois, ce qui va arriver, je pense pas mal de fois dans la saison. T'es mené, t'es en 4-3-3, machin. Bon ben moi je sors un d'Almeida, voire un Besnard. Et peut-être que Kwon Ai sera plus intéressant dans ce cœur du jeu que plutôt d'aller le coller. Je trouve qu'il est trop peu influent quand il vient coller la ligne sur des la ligne. défenseurs. Moi, je le vois pas non. Ouais, puis je le vois pas dans un 4-3-3 en ailier à bouffer la ligne comme le fait un Gomis ou un Baswamina comme ils le font bien, je trouve. Kwon Ai, pour moi, ça passe son rôle après. Après, un des postes parfaits pour lui, ça aurait été de tourner autour d'un joueur comme Georges. T'as un énorme pivot physique et à côté, t'as un petit... Dans un 5-3-2. Techniquement. C'est l'idée. Les deux devant. C'est l'idée de base. Je pense que c'est l'idée de base du mercato. Sauf qu'on n'a pas de neuf. Ouais. Alors, du coup, pour la question des ailiers, qui sont pour moi les grands perdants entre guillemets de ce 3-5-2, là Tolo donc le retente en 4-3-3, ils ont fait plutôt un bon match. Je pense qu'on est tous d'accord que Gomis et Baswamina avant samedi soir, ça a dépoté. Beaucoup d'intensité, beaucoup de présence, et puis Baswamina qui marque. Qui provoque le carton. Le deuxième carton jaune de Debuchy. Ouais, et je crois que le premier c'est Gomis. Ils se sont mis à deux pour le sortir. Pour eux, la mission elle est claire en fait. C'est
soit il continue des matchs de cette qualité, cette régularité, pour mettre dans la tête de Tolo, de tenter de continuer à les mettre dans cette position plusieurs week-ends d'affilée, soit, et on les a connus, surtout Gomis, ils baissent d'intensité, alors là ils mettent tout de suite en difficulté l'équipe, parce que si jamais ils sont moins bons, là on peut se faire ouvrir sur les côtés, et là on retombe sur ce 3-5-2, où là clairement on a le back 5, les trois milieux, et il va pas s'emmerder, il va mettre 2 pointes, il va mettre Yatara bas Yatara, ou Yatara Baswamina, voilà exactement, et là c'est barbelé, baïonnette, et puis on y va quoi. Et là je pense que vraiment, si les gars veulent jouer, même Boli, c'est à eux d'être performants tous les week-ends, en même temps comme tout joueur de foot. Il a prouvé qu'ils rendent l'équipe meilleure en étant ces ailiers-là. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut qu'ils gagnent leur poste, mais je pense de toute façon que Tolo va revenir naturellement à une défense à 4. Mais, pas si tôt. On va voir, mais... Quand on verra Metz qui est un gros du championnat malgré leur classement. Bien sûr. Moment, c'est possible qu'on joue à 5. Ouais, pour moi, on verra qu'on parlera des matchs après, mais je pense qu'on va pas jouer en 4-3-3 à Metz, c'est trop gros. Après à Metz, on aura Evans qui sera sur le banc, enfin suspendu. D'Almeida aussi, non ? D'Almeida aussi, donc je pense que ça jouera aussi dans la composition d'effectifs. Ah mais ça va... À Metz... Evans, c'est pas le match d'après ? La suspension ? Non, parce que là, tu auras la commission qui va passer discipline. Oui, il a pris le 3e jaune. Ouais. D'accord, oui, ça risque. Ça veut dire Abzi latéral. Ah bah c'est à lui de... Non, tu peux avoir un Monzango. Comme à Laval. Ouais, sauf que Tolo il a dit Monzango, il est pas piston et il veut pas le faire jouer là, et qu'à Laval il avait juste pas eu le choix. Ouais. C'est quoi son pied à Monzango ? Gauche. C'est plutôt un défenseur. Mais c'est un défenseur central, quoi. Mais et à la rigueur latérale dans une défense à 4, mais... Après, quand tu vois l'entrée d'Abzi... Non mais l'Abzi ça va pas du tout. Du tout. Je pense que là pour le coup, moi la questionnement qu'on avait au dernier épisode sur qui joue il y a plus de questionnement. Oui, là, Abzi s'est chargé de trancher le débat quoi. Ouais. Et Evans aussi, parce qu'Evans ça fait des belles performances. Les deux ont créé un décalage qui fait clairement. Il n'y a plus de questions à se poser. Non, là maintenant je pense que la seule question qui se pose encore c'est le poste de numéro 9. Ou les postes de numéro 9 si on joue en 3-5-2. Avec une stat qui est presque catastrophique, c'est qu'on est à la 9e journée et aucun numéro 9, que ce soit Georges, Harmonie, Ba ou Yatara, n'ont marqué un seul but. Ou fait une passe décisive. Ba a fait 2 matchs. C'est difficile de juger juste. Et il a très belles occasions à Laval que le gardien sort, mais... Ouais, ça c'est clairement un problème. Déjà en gestion d'effectifs, comme tu l'as dit Alex tout à l'heure, c'est-à-dire que Jarmouni, il a joué à Mont-de-Marsan par exemple ce week-end, je pense pas qu'il s'attendait beaucoup à jouer en réserve. Georges, je sais plus qui m'a dit, il a dû en costard dans les tribunes samedi. Ah oui, il était pas dans les 18. Ouais, il était en costard avec la Croatie. Ça c'est un problème. Simplement, Georges, je pense qu'on en a assez parlé. Maintenant, c'est à lui on en a assez parlé. C'est à lui de revenir dans le groupe par son implication. Moi, je suis vraiment déçu par Yatara. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve de superbes choses dans l'animation, dans le pivot. C'est très propre, poitrine, ça écarte. Ça, il le fait très bien. Mais alors, il a eu un déchet encore samedi soir sur le centre de CV ou Bassois CV, où là, il la cadre pas alors qu'il est au 6 mètres, elle est sur son mauvais pied, mais il doit la cadrer. Ça va poser problème vraiment à un moment ou à un autre. La question de la confiance, pour eux, tout simplement. Et Yatara, en plus, samedi, c'est quand on était en train de subir en fin de match. Il va récupérer une balle, il redescend au milieu de terrain pour récupérer une balle pour lancer un contre, il la perd extrêmement vite, mais à sa décharge c'était pas le seul à avoir ce problème sur cette phase là, et il râle, il râle très fort, il s'arrête, il ne presse pas le truc et il râle. Il la perd dans son terrain, juste avant la ligne médiane, j'étais également fou, j'ai vu ça. Il râle, et derrière il y a une grosse occasion parce qu'il la perd à 45 mètres du but. Bon, moi, il y a des choses qui m'ont pas plu non plus, je l'ai vu assez individuel. Là, par contre, on parlait de CV, du bon CV. Yatara, pareil, c'est un joueur qui a joué dans des grands clubs. Là, qui a empilé les buts, qui a fait des super saisons. Ouais, peut-être, mais... À Auxerre, il a planté ça. Ouais, il fait une saison à 14 ou 15 à 14 ou 15 Auxerre, moi je pensais à Lyon, donc à Lyon, ça n'a pas donné grand-chose.
Mais là, par contre, on a je sais pas comment dire, mais le mauvais côté du grand joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Il vient dans un club où il se dit, voilà. Il arrive en star, mais si derrière t'as pas les Et il résultats, marque pas en fait, c'est un numéro 9, ça a besoin de marquer. Peut-être qu'il s'agace parce qu'il plante pas. Trop individuel, il veut faire la décision tout seul. Et comme tu dis, cette action, elle m'a également fait énormément râler en tribune. Alors il y avait 80 minutes derrière lui, mais il perd un ballon, il râle. Non, ça c'est pas le comportement à avoir dans une équipe qui va jouer le maintien. Surtout quand l'adversaire est en train de récupérer ton ballon et d'aller en faire quelque chose. Ouais. Peut-être tu peux venir aider, quoi. Clairement. Et ça m'a pas du tout plu. Et comme des comportements en première mi-temps où il est très individuel, il veut faire la différence tout seul. Bon, mais c'est des joueurs qui aiment les stats, on le sait. Comme tout numéro 9. Comme tout numéro 9, mais pour moi, Tolo, voir quel est le discours avec ses joueurs, mais c'est pas ce qu'il aime et c'est pas ce qu'on veut voir à Pau. On préfère des joueurs peut-être un peu moins techniques, un peu moins bons, mais qui vont s'intégrer beaucoup plus facilement dans un collectif. Alors, on va lui laisser quelques matchs, mais attention à ne pas... À sa décharge, il est arrivé sans préparation, il est rentré directement dans des matchs, et peut-être qu'il le paye aussi un peu physiquement. Ouais, bien sûr, il n'avait pas joué depuis longtemps. Il pêche maintenant aussi sur le côté technique. Je pense qu'il paye évidemment la situation dans laquelle il est arrivé, où c'est un recrutement qui arrive tard parce qu'on est un peu dans la merde à ce poste-là, on s'en aperçoit. Et c'est la même chose pour Bas au final, hein, mais c'est des gens ils sont plongés dans le bain immédiatement. C'est difficile d'être très efficace et d'être parfait à ce moment-là. Et c'est pas une remise en cause de ses qualités, mais par contre pour le moment son début de saison paloise est pas fou du tout, quoi. Après, je pense que c'est une question de mise en place de l'équipe aussi petit à petit. Tout à fait. On a construit les étages et puis le dernier étage qui manque, c'est ce poste de numéro 9. Là, on pourrait peut-être nuancer, c'est qu'il se crée des occasions au moins. Contrairement à Meyran George, où c'était vraiment, on avait un numéro 9 complètement stérile. Yatara, il nous arracher les cheveux, mais peut-être c'est bon signe parce qu'il s'en crée des occasions dans les déplacements. Il prend des ballons de la tête, il arrive à se démarquer dans la surface. Mais c'est pas précis devant les buts, mais... Regarde, il est utile, alors c'est un degré moins, mais il est utile sur le but de Bassomina contre Valenciennes. Parce qu'en fait, il embarque, il fait une course, il embarque son défenseur, et c'est dans cet espace-là que Bassomina va venir passer, quoi. Ce qui est aussi le rôle d'un 9. Hein. Il n'y a pas que marquer des buts, et il n'y a pas que faire des passes il a tiré son défenseur et créé l'espace dans son dos. Je pense que c'est le 9 qui a le plus de qualité des 4. J'ai beaucoup aimé à Laval qui a mis de l'impact et qui a quand même 2 grosses occasions sorties par le gardien adverse. Je le trouve très lent, moi. Enfin, moi là, je trouve contre Valenciennes, il a un ballon de contre et je trouve qu'il met 800 ans à faire les 30 mètres jusqu'à la surface adverse. Comme Yatara, c'est un joueur qui a 2 ans a marqué 15 buts en Ligue 2, donc il s'est marqué à avoir... avec les Chamois, c'est ça? Ouais, Alors, on parlait de l'échec du 9, de l'échec pour l'instant relatif, mais effectivement qui existe. Moi, je voudrais juste faire un point, vu qu'on est sur les individualités. Pour moi, il y a un joueur qui est en partie responsable de la version de la courbe des résultats du Pau FC, c'est Jean Ruiz. Le mec, il est arrivé, je crois qu'il a 21 ou 22, gaucher, et je trouve qu'il se révèle complètement dans cette équipe. Je le trouve presque élégant, gaucher, bonne relance. Il est élégant, oui, c'est parce que, bon, il y a élégance, enfin, voilà, c'est pas Nesta non plus, mais je suis très agréablement surpris par ce joueur, très bonne relance, propre dans les duels. Alors, effectivement, il fait un moment, il fait une relance très très juste en retrait sur Oliro, mais sinon, peu d'erreurs, beaucoup de communication avec So, et je crois qu'on a trouvé notre 3e central après Kwasi et Baptiste, et je pense qu'il est vraiment pas innocent dans les bons résultats du Pau FC actuellement, et super bonne pioche, bravo au club. Il y avait un article dans la Rep, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, qui avait pour angle, c'est marrant, on aligne une défense où il n'y a pas un seul défenseur de métier, et que je sais plus qui a écrit l'article, mais il posait comme hypothèse, il en a aussi parlé à Tolo en conférence de presse,
que ça aidait à avoir une relance de qualité parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas juste des défenseurs qui avaient été formés juste à détruire les attaques adverses, mais également à jouer proprement. Et ça se voit particulièrement sur quelqu'un comme Jean Ruiz, qui pour le coup, tu disais élégant, je suis entièrement d'accord, quoi. Il défend debout. Ouais, c'est beau à avoir joué. Ouais, il y a des joueurs comme ça, ils ont naturellement... Il a le sens défensif, parce que clairement, il fait des interceptions. Il est dans les duels. Il en fait vraiment de très jolis, et il relance derrière proprement, quoi. Et je rajouterais aussi So, qui pour le coup a débuté, lui, dans le grand bain. Il est passé de N2 à Ligue 2... Réserve de Brest en N2 ou N3. Ouais. Son match, sa titularisation contre Caen est son premier match professionnel de sa carrière. Ouais, voilà. Dans un stade plutôt hostile, chez le premier du championnat ex-aequo, avec une équipe qui est dernière du championnat. Et il fait son match en vrai. Et depuis, il a fait ses matchs, et on en parlait samedi soir après Valenciennes. Quand Baptiste et Kwasi vont revenir, va y avoir une vraie concurrence au poste de défenseur central, hein, parce que Ruiz... Surtout si on se remet à jouer à 4 derrière. Ouais, surtout à 4, Ouais, clairement. il va falloir gagner son poste. Je trouve So un ton en dessous de Ruiz, mais c'est pour l'instant très encourageant aussi. Hein. Après, c'est notre solution. C'est plus physique, pour tout ce qui est ballon aérien, c'est quand même aussi intéressant, quoi. Allez, on va regarder vers la suite maintenant, et on va faire déjà un premier point sur le classement. Avec ces 2 victoires, on est remonté à la 14e place. On a quitté notre place de lanterne rouge qu'on avait encore il y a 2 journées. On a désormais 2 points d'avance sur Nîmes qui est 17ème, ce qui nous fait une petite marge, un petit coussin pour envisager les matchs suivants plus facilement. Et puis même si on regarde au-delà du classement propre, on est sur une belle dynamique avec 8 points en 4 matchs, on est vraiment sur un rythme de leader, pendant que d'autres équipes sont vraiment dans le dur. On a Nîmes qui est 3 défaites et 1 nul sur les 4 derniers matchs. Quevilly, ça va être la même chose. Niort aussi. Et c'est toutes ces équipes qu'on va bientôt affronter et qui vont nous permettre, je pense, qui vont être dans notre championnat et peut-être nous permettre de prendre un petit peu de marge. Un petit peu d'oxygène. Ouais. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, on espère. Et Laval a stoppé l'hémorragie parce qu'ils gagnent ce week-end à QRM dans un match où on aurait bien aimé voir les 2 équipes perdre, mais ils étaient sur 4 défaites d'affilée. Après un début de championnat plutôt pas mal, 4 défaites d'affilée, ça fait mal. Donc c'est des équipes qui sont derrière nous. Ouais. Et ça fait du bien d'avoir des équipes derrière nous. Ouais. Plus on a derrière nous, plus en difficulté, hein, parce qu'on va pas se le cacher. Parce que bon, Saint-Etienne avec 3 points de pénalité, ils étaient derrière nous, mais je les vois pas rester là, Saint-Etienne. Ils vont pas monter, je pense que c'est trop tard. Ils se réveillent trop tard, mais il y a quand même une belle équipe. Quand ça va trouver son régime de croisière, ça va pas rester là. Donc notre championnat, ça va être Niort, Laval, Quevilly, Annecy. Ouais, parce que si on regarde devant nous, à part Valenciennes, qui est Bastia, et Grenoble, on va dire, qui sont dans le top 10, je pense on peut jouer à la régulière, on a à peu près les mêmes niveaux. Sinon, on est vraiment dans notre championnat avec Laval juste au-dessus, Annecy, Rodez, Nîmes, Quevilly et Niort derrière nous. À savoir, Nîmes, c'est un peu l'interrogation. Qu'est-ce que va faire Nîmes ? Des équipes comme Nîmes, comme Paris FC même. Ouais, Paris FC, ils sont dans une saison moyenne et je pense qu'ils auront du mal. Ça va vivoter en milieu de tableau. Ça va vivoter en milieu de tableau. Mais ils ont perdu Namé, de toute manière. Le milieu de tableau, cette année, il va être dangereux. Le milieu de tableau, tu peux faire peur en fin de saison. Pour le moment, il est très glissant le milieu de tableau. Ça se tient en tellement peu de points que t'es au milieu de tableau et tu te réveilles le lendemain matin, t'es plus du tout au milieu de tableau. Quoi. Ouais, parce que nous, si on regarde à l'inverse, on a fait un début de saison qui est proche du catastrophique et au final, on a un point derrière Metz qui est plutôt bien démarré. C'est vrai. Ou juste au niveau de Dijon, Paris FC, qui sont quand même des grandes équipes. Ça confirme l'homogénéité de ce championnat à chaque fois, quoi. C'est toujours pareil, c'est tout le monde qui bat tout le monde. Sochaux qui se chie un peu. Top 5, top 6. Oui, Bordeaux, Sochaux, Guingamp, Caen, je pense que ça va aussi. Mais ce qui me marque aussi, c'est que on va voir ce que ça va donner, mais les promus s'en tirent plutôt pas mal et il n'y a pas d'équipe larguée. Moi, j'aurais dit qu'un Annecy, qu'un QRM allait avoir peut-être 3 points à la trêve. Ouais. Ou nous, on a failli être l'équipe larguée. Hein. Ou nous. Quand on est supporters, on se voit jamais dans ce rôle-là. Non, mais c'est vrai ça. Il n'y a pas d'équipe là qui montre qu'elle n'a pas sa place. Quoi. L'an dernier, il y avait Nancy dès le début et qui pendant très longtemps et qui est resté, qui a été relégué 5-6 journées avant la fin. Nancy a toujours été très loin
très bas. Il y a 2 ans, Châteauroux était dans la même situation. Ouais. Où déjà à la trêve, tu savais. Et donc tu sais que tu as une équipe qui est en Ligue 2. Cette année, je me disais, avec des équipes assez faibles qui montent, peut-être. Bah, c'est faible. Enfin, Annecy. du niveau du Pau FC, mec. Hein. Pour moi, Annecy, ça devait. Pour moi, Annecy, je les voyais pas. Il y a du blé. C'est Aujourd'hui, des collectivités au classement riches. où ils sont aujourd'hui. Ils sont à un point juste derrière nous ou un point devant. Ils sont un point derrière, ouais. Un Ils sont point 9 derrière. points. Bon, c'est pas trop mal. Ils vont faire un bon match nul à Metz il y a 2 ou 3 jours. Ils sont bien relevés, ouais. Ils ont démarré très difficilement, Ouais. mais ils sont bien relevés. Et L'apprentissage de la Ligue 2 pourrait il aussi. n'y a pas d'équipe larguée à part peut-être Niort. Attention, Niort ça. Niort, ça dégringole un peu, non? Niort ça dégringole. Puis à Niort, le contexte est difficile. Ouais. Nîmes, c'est la même chose. Contexte difficile. À Niort, tu leur enlèves. Niort, ça a l'air encore plus grave. Qui marche bien et qui peut partir à l'intersaison. Attention. Ouais. Ça peut finir à nous de bouillir. Ils ont De Sabre, leur coach, qui est parti en plein milieu de saison. Non, mais de façon c'est- totalement absurde. C'est Il n'y complètement. a pas d'équipe larguée, mais il y a des équipes qui ont des. Il y a peut-être des équipes comme Nîmes, comme Qui ont des Niort, symptômes. qui ont des symptômes. Et Même QRM, hein, quand tu vois les résumés, QRM, leur défense, des fois, ça se fait ouvrir très très facilement. C'est... ouais, QRM, ce match qu'on ne doit jamais perdre. Ouais. En espérant que c'est pas les points qui manquent. Mais ouais, Niort, ça va vraiment pas dans le club. C'est-à-dire que vraiment, il y a des problèmes assez graves structurellement. C'est un club qui. Ils sont complètement bisbis avec la mairie et l'aglo. Non, c'est assez grave ce qui se passe dans ce club. C'est dommage parce que c'est un beau club de Ligue 2. Et Ouais, c'est un club qui nous manquera pas. Un stade, pardon, qui nous manquera pas. Hein. Bon, même si c'est pas très loin. Ouais, il faut vouloir y aller quand même. Ah oui, je vous invite tous C'est à. la même région. Nous sommes tous néo-aquitains. Hein. Oui, faire. Hmm, C'est au-dessus de la Dour quand même. Hein. C'est très au-dessus de la Dour par contre. Très honneur. moi, je t'avoue franchement, Alex, que de ces 4 matchs, c'est vraiment le match contre Rodez que j'attends, qui je trouve est un peu notre bête noire. Et à la fois, c'est l'équipe avec un miroir déformant qui nous ressemble le plus, je trouve. C'est vrai. On n'arrive jamais à les battre. À chaque fois, On leur a Ils mis nous- 4-0 la saison dernière. oui, bon, il y a celle-là, on arrive à les gifler, mais souvent, on finit par perdre 0-1, 0. Et c'est ce match que j'attends avec le plus d'impatience parce que si jamais Rodez c'est une réception en plus, si je ne m'abuse, Le 8 Ouais. octobre. si jamais c'est une victoire, on peut vraiment se remettre la tête à l'endroit avant la Coupe du Monde, je trouve. Et c'est le match que j'attends parce que Annecy, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Romain, je suis d'accord, c'est une équipe qui est assez surprenante. Et Nîmes, ça reste des bons joueurs, quoi. C'est vraiment moi, c'est le Nîmes, pour c'est Rodez. bon joueur, mais ils sont à 3 défaites en 4. Oui, mais bon, ça reste un effectif qui qualitativement est bien meilleur quand même que le nôtre, je pense. Quand Mais t'as un club qui est pas très sain, que t'as des problèmes avec les supporters, ça peut vite. Ouais, c'est vrai, c'est ça comme peut Lyon. vite tomber aussi. Hein. Mais voilà, moi c'est Metz, c'est comme Caen. Si on peut aller gratter un point, tant mieux, même si Metz c'est pas bien du tout. Mais est-ce qu'il y aura beaucoup de suspendus Oui. en match face à Guingamp, donc Il y a eu des, Il y aura une ambiance bizarre hein, parce que ce sera on sera les premiers à les visiter depuis le cataclysme de Guingamp. c'est vrai. Et je pense que l'arbitre sera très bien accueilli pour ce match-là. et Très que, surveillant en tous les ce sera cas. un petit peu chaud en tribune. Ouais. Non, mais je pense que Bon, ça peut jouer en notre défaveur. Parce que Je sais jamais comment ça peut tourner, l'arbitre, il va, enfin, au niveau du corps arbitral, ils vont pas enchaîner deux fiascos à la maison. Je pense que si. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils peuvent se rattraper. Ouais, il sortira peut-être pas le On rouge verra. trop Après, facilement. ouais, après, face à Guingamp. quoique, bon. On n'est pas là pour parler du FC Metz, mais quand tu regardes les rouges, il y en a au moins 2 qui sont amplement mérités. Hein. Ouais, non, Oui, c'est entièrement pas- d'accord, complètement d'accord. Le dernier, c'est même pas un rouge, c'est un Bah, grenat il- foncé. Enfin, Normalement, il revient pas il revient que dans 6 mois. La question du rouge pour moi qui n'y est pas d'Okidja, c'est la question de savoir s'il sera revenu pour Pau. Oui, il a pris qu'un match. Alors ça c'est très important parce que je vous invite à regarder les matchs de Metz, la rentrée du gardien remplaçant contre Guingamp et son match la semaine dernière. C'est des catas. Il est catastrophique. Et j'aurais vraiment aimé qu'il soit à nouveau titulaire contre Pau. Malheureusement, ils vont retrouver l'Algérien Okidja. Donc, Mais bon, peut-être il va nous faire des sorties dont il a le secret et nous permettre de jouer à 11 contre 10. Ça, ouais, nous refaire une Etienne Green finalement, qui revient jouer contre nous et qui reprend suspension directe. Ouais. Antoine, t'as pris un peu d'avance, mais ouais, je vais rappeler le calendrier. Donc sur cette reprise, on va avoir une séquence de 4 matchs avant un premier tour de Coupe de France. On va donc aller à Saint-Symphorien jouer Metz, on va recevoir Rodez, on ira à Annecy, puis on va recevoir Nîmes à la maison, au Hounstekamp.
je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez quoi comme résultat sur ces 4 matchs Quelle ambition, quel nombre de points on doit viser sur ces 4 matchs? Toi, Tom, t'as déjà parlé, donc t'as déjà donné ça. À Metz, ça va être un peu le déplacement à Caen. Je nous vois bien jouer en 5-3-2, avec un contexte particulier, on vient d'en parler. Donc mais je saurais pas dire. Un match nul serait bien. Par contre, les 2 matchs à la maison, Rodez et Nîmes, ça va être... et le match à Annecy, ça va être des matchs à 6 points. Pour l'instant, on a perdu contre QRM, on a gagné contre Laval. Valenciennes, je ne les mets pas trop dans notre championnat, un peu plus haut quand même. Mais là, ça va être ces 3 matchs-là, ça va être des matchs hyper importants. Et on se débrouille quand même plutôt pas mal sur ces matchs-là. Donc, là, il faut te mouiller, Romain. Là. Je vais te dire... Même si elle est dure à pronostiquer, cette équipe, franchement... Ouais, mais à minima, sur ces 3 matchs, il faut 6 points. Et je nous vois bien... faire 2 bons résultats à la maison là. On est sur de bons résultats, un match nul et une victoire. Je nous vois bien continuer avec j'espère 2 victoires. Et à Annecy, je ne me vois pas perdre à Annecy. J'aimerais pas perdre contre une équipe dans laquelle il y a Bouzetti, donc... On le salue s'il nous écoute. Je pense qu'on va là ces 4 prochains matchs, ça peut vraiment déjà être un gros tournant de la saison et je nous vois bien les aborder. Ouais. J'espère pas me tromper. Je pense aussi que sur les 2 matchs à la maison, ce serait parfait de prendre les 2 victoires et puis aller chercher au moins un nul sur les 2 déplacements et vraiment continuer la série. Si tu vas le chercher à Metz, tu te facilites les choses en plus. Ouais, clairement, tu prends un mini joker, on va dire, avant de recevoir Rodez pour enchaîner. Ouais. Moi je veux bien, alors, comme d'habitude je le sors de nulle part et ça va pas se vérifier parce que rien de ce que je dis ne se vérifie jamais. Réécouter le premier épisode et son pronostic pour Guingamp. Réécouter le deuxième et mes pronostics qui étaient tout aussi claqués, donc... Je m'en souviens moi. Mais je vois... je nous verrais bien faire un nul à Metz, pour le coup. Avec un Metz qui est pas ouf et nous qui sommes plutôt bien. Perso, j'y vais aussi en confiance, mais c'est plus les absences de Evans qui va poser des questions à gauche et d'Almeida dont on n'a pas forcément le même profil au milieu, qui ont posé c'est vrai. problème. Ouais, ça c'est sûr. Mais avec une équipe plus joueuse, tu mets So à sa place et puis tu fais glisser Kwasi en centrale. De toute façon, on va faire avec ce qu'on a, comme d'hab. Non, tu commences avec Sylvestre à la place d'Almeida. Ouais, c'est ambitieux là. Ouais, mais... Là, il faut tenir le ballon, mais pourquoi pas, ouais. Ouais, mais t'as Sylvestre Bosnard en 8 devant CV, ça peut se faire. Moi, je vais jouer l'oiseau Nova-Zuger comme d'hab. Je pense pas qu'on va continuer à tourner à 2 points par match. Ce serait étonnant. Mais ça ferait beaucoup, et puis dans ces cas-là, moi, je comprends plus grand-chose, mais... je nous vois gratter 4-5 points, pas plus. En 4 matchs. Ouais, parce qu'encore une fois, déjà parce que Pau est très dur à diagnostiquer, et même s'il y a vraiment des choses encourageantes, je trouve qu'on va affronter Metz qui a des bonnes qualités. Il y a déjà il y a LG7, quoi. Il y a Lamine Gay déjà qui est à Metz, que je trouve toujours excellent. Rodez, toujours compliqué à jouer, même si à domicile, ça va être encore un match. Ça va être une guerre, comme d'hab, contre eux. Et Annecy et Nîmes, je le sens mal. Surtout le match à Annecy. Voilà. Donc, pour moi, 4 à 5 points grand max. Voilà. Ok. On prend les notes, on verra ce qu'il en est lors du prochain épisode. Allez, on enchaîne avec un quiz. On va voir si cette fois-ci vous êtes un petit peu meilleur que lors des 2 premiers épisodes. Il y a fort peu de chance. Vous étiez un petit peu, comme à l'image de l'équipe, vous étiez un petit peu dans le dur. Sauf que nous, on y est en rodage. Tout à fait. C'est le manque de prépa physique là qui vous a fait pêcher. Clairement. Allez, première question. On a fait déjà sur 1 point mieux que la saison dernière. Il y a une série qu'on n'a jamais réussi à faire la saison dernière et qu'on a déjà complété cette année. 4 matchs sans défaite. Sans défaite, ouais. Avec nos matchs à l'extérieur l'an dernier qui étaient plutôt mauvais. Ouais, voilà, quand je redescends un petit peu le niveau des questions et je crois que c'est la première bonne réponse depuis le début du podcast. De l'histoire du podcast. Je pense que ça, il faudra le fêter. Il faudra un jingle, je pense, là-dessus.
Deuxième question avec, sur les temps de jeu et sur les joueurs. Ça va se corser un petit peu, mais pas trop, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Quels sont les 3 joueurs qui ont fait les 9 matchs? Oliero. Alexandre Oliero. Erwin Oui. Kofi. Aussi. Et le troisième? Ils ont pu rentrer ou ils étaient titulaires? Non, ils ont fait les 9 matchs comme titulaires. Et après, il y en aura 2 autres qui ont fait en plus les 9 matchs, mais qui ont été remplaçants parfois. Besnard en titulaire. Ouais. Voilà, bonne réponse. Donc, Oliero, Besnard et Kofi qui ont commencé les 9 matchs. Et maintenant, il m'en reste 2 à trouver. Qui ont joué tous les matchs. Qui ont participé à tous les matchs. Mais sans être forcément titulaires. Evans. Evans. Ouais. Evans. J'aurais dit Evans aussi. Et d'Almeida. Et D'Almeida. Mm. Ah non, vraiment, quand c'est plus facile, ça avance. Non, on est sur un quasi centre. Tu te moques, Alex. La prochaine fois, c'est moi qui fais les questions, tu vois. On est sur un quasi sans faute, on s'y met à 3. Faut pas déconner. Il n'y en a Je pas un les d'entre nous. avais. Mais je note, Tom, la prochaine fois, c'est toi qui fais les questions. Aïe. Be ready. Allez, dernière question avec un sujet d'actualité, la trêve internationale. Et pour une fois, le Pau FC envoie des joueurs en sélection nationale. Ceci n'est pas un exercice. Et pas à côté. Non, on Ah, en non. a 4. Et vous allez me les citer, il y en a un qui est évident. Kangai. Voilà. Contre Singapour et l'Inde. La Guinée. Alors oui, mais la Mauritanie. Ah, la Mauritanie, pardon. Ah, j'ai cru que c'était Yatara, la Mauritanie. Alors Yatara, la Guinée. Et non, Yatara ne part pas en sélection. Ils en D'accord. manquent 2. D'Almeida. Bénin. D'Almeida et le Bénin. Bien joué. Il en reste un dernier. Et Gomis, alors? Non. Il est un peu plus difficile à trouver. On va trouver. Alors attends. Je crois en vous. C'est Ah, Sénégal U19. Voilà. Le gardien Oui, remplaçant Ndiaye qui part Samba en Ndiaye avec les U23. U23. Du 23. Et voilà, on a 4 internationaux, on va regarder un petit peu ce qu'ils font. Et pour Kangai, ce sera l'occasion aussi de prendre du temps de jeu, il va en avoir De besoin. respirer, ouais. Ouais, puis du décalage horaire aussi. C'est pas ce sûr. qu'il y a de mieux quand tu pars au Vietnam. L'Afrique, c'est différent. Ouais. Tu restes sur les fuseaux horaires. Bon, après, il joue pas des matchs entiers quand il va revenir. Donc, mais t'envoies ton joueur à l'autre bout de la terre quasiment, qui en plus là-bas va faire des déplacements. Ouais, je sais prendre pas où sont les matchs, si c'est à Singapour ou Si c'est à... à Singapour, physiquement c'est costaud. Hein. Et je vois Ouais. Singapour. Surtout en été, faire en ce moment. Enfin, l'Inde, ça sera pas mieux. Mais... Ce qui serait pas mal, c'est qu'il joue en Inde au second match, comme ça il a fait un peu de route déjà. Ouais, mais pour je crois pas qu'ils vont les laisser partir depuis l'Inde. Enfin, logistiquement, c'est costaud. Après, bon, c'est pas un pilier de notre effectif et pour faire des bouche matchs, ça va le faire. Mais... Et puis c'est des choses qui sont inévitables. Enfin, tu prends un international vietnamien, tu te doutes bien qu'il va jouer des matchs d'international vietnamien. Ouais, puis le Vietnam, ça va pas se rapprocher. Non, a priori. Enfin, c'est pas prévu. C'est vrai. Dans l'immédiat, c'est pas dans les cartons. Ouais. Ok, ben c'est terminé pour ce 3e épisode. Vous l'écoutez, il doit être jeudi, logiquement. Et le prochain sortira donc avant le match de Coupe de France, le 7e tour de Coupe de France. Je sais que Tom, tu l'attends avec impatience. Le 7ème tour, le meilleur. Ces petits déplacements dans des coins perdus. Ah, les saucisses ventrèches à Bazas, on les veut. On le veut, la daube bazadaise. Et donc, ça sera le 24, logiquement, pour le 4e épisode. En sachant que peut-être que d'ici là, vous aurez aussi un autre épisode bonus. Mais on en reparle rapidement. À bientôt. Salut, merci Alex, bye Au bye. revoir. À bientôt. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez Pau FC!